Bienvenue dans ce merveilleux salon stratégie client que la FRC connaît bien pour l'avoir créé en 98, ça ne nous rajeunit pas. Bienvenue à tous pour parler autour de l'expérience client et de la stratégie client, autour d'un thème. Faites le plein de sens dans votre relation client. C'est un thème qui a été, je dirais, créé ou en tous les cas décidé par la FRC sur toute l'année 2018 et 2019. Mais j'espère avant tout que vous connaissez la FRC. Qui ne connaît pas la FRC? Levez la main, ceux qui ne connaissent pas la FRC. Ah, il y en a encore un petit peu. Alors, je vais vous faire une petite présentation de 2 heures, n'est-ce pas? La FRC est devenue, en 20 ans, la plus grosse communauté des professionnels de la relation client. Nous sommes à la fois un espace d'échange de bonnes pratiques et aussi un think tank prospectif. Et en fait, on accompagne les entreprises, on les aide, on les inspire pour qu'elles se transforment par l'expérience client. C'est notre combat depuis 20 ans. Et croyez-moi, aujourd'hui, on s'aperçoit que les entreprises ont compris que l'expérience client était plus importante, peut-être que plus importante que le produit ou que le prix dans le mix marketing. Alors pourquoi le thème du sens? Eh bien le thème du sens, ou comment est-ce qu'on peut redonner du sens aux clients et comment est-ce qu'on peut redonner du sens aussi dans son quotidien aux collaborateurs, dans son travail dans l'entreprise, c'est un thème que nous sommes allés chercher aux États-Unis début 2018 au CES de Las Vegas. Et comme par hasard, beaucoup de personnes le reprennent aujourd'hui. Donc à la FRC, vous voyez, on a énormément d'ateliers, on a 3500 membres, on a évidemment les palmes de la relation client, et c'est à l'occasion des palmes que Vincent Cespedes, un philosophe que vous connaissez bien, a repris ce thème. Aujourd'hui, si vous allez sur son blog, vous verrez qu'il a dénommé son blog « Voici venu le temps du sens ». Permettez-moi juste de rappeler le point de vue de Vincent Cespedes, parce qu'il est intéressant. Donc c'est un philosophe qui dit, avec l'intelligence artificielle qui s'invite évidemment dans notre quotidien et aussi dans la relation client et dans l'expérience client, avec le bot sans humour, alors il critique le bot, mais ouvert 24 heures sur 24, le sens pour moi, disait-il, c'est pouvoir sauver un enfant, c'est comprendre dans le chaos de nos vies que tout ce que nous faisons a un sens, ne pas confondre le sens, la profondeur humaine et l'Amazing Magasin. Il appelle ça l'Amazing Magasin, qui est un magasin incroyable, qui peut être d'ailleurs aussi bien physique que virtuel, où l'expérience client n'est que poudre aux yeux. Donc il disait, nous devons former, nous tous dans nos entreprises, des individus qui doivent être capables de profondeur humaine. Et vous savez, comme la FRC est attachée à la place de l'humain au centre de l'expérience client, il disait, il faut arrêter d'être dans les process, il faut s'ouvrir aux autres, il faut que l'expérience client de demain soit une relation illimitante. Son terme illimitante est très fort, ouverte vers les possibles, tisser le lien avec les autres, il faut héroïser l'autre. L'homme, les téléconseillers, les conseillers, les gens qui travaillent dans les entreprises, les collaborateurs sont des héros qui peuvent sauver la vie d'un enfant. Je crois que c'était très fort lorsqu'il a pris ce thème qui était le sens, redonner du sens aux clients et aux collaborateurs. On remercie Monsieur Cespedes. Alors oui, il a raison, puisque nous sommes en train de vivre, et ce salon nous permet à chaque année de faire un petit peu une photographie de ce qui est en train d'arriver, bien sûr dans notre société, mais aussi dans la relation client. On est en train de vivre avec une nouvelle génération de clients, des clients qui cherchent donc à trouver du sens pour consommer. Vous parlez beaucoup d'écologie, on les entend essayer de cesser le gâchis, la santé prioritaire, le bien-être animal, le manger local. Tout ça sera de plus en plus déterminant dans l'art de consommer des clients. Et puis ces nouvelles générations également, elles cherchent du sens au travail. Et quand elles cherchent du sens au travail, elles veulent de l'autonomie, elles veulent de la responsabilisation, elles veulent de la reconnaissance, elles veulent travailler peut-être avec de nouvelles formes de contrats, avec de nouvelles formes de relations avec l'entreprise, comme le télétravail, des horaires plus souples, moins de hiérarchie, et puis aussi une proximité avec leur domicile pour que le professionnel et le privé aient une certaine harmonie. Alors, pour la FRC, comme vous l'avez compris, l'humain restera durablement un actif essentiel pour les entreprises. Évidemment que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est rythmé par les nouvelles technologies, et depuis 2 ans, on ne parle que de ce terme générique d'intelligence artificielle. Mais pour nous, le client
est un collaborateur. On en parlait avec Thierry Spencer tout à l'heure. En 2003 déjà, cela faisait sens, c'est le cas de le dire. Et le collaborateur est un ambassadeur. Donc le client pour nous devient un média. Il devient partie prenante de l'entreprise. Et on pense que, évidemment, qu'en articulant des technologies d'intelligence artificielle, on va en débattre tout à l'heure, il faut avant tout être au service du client pour bien le connaître, pour bien le satisfaire et pour le fidéliser. Alors, à mes côtés, pour débattre sur ce thème du sens, Myriam El Arak, juste à ma gauche. Bonjour Myriam. Elle est VP Innovation, vice-présidente Innovation chez Accor. On ne dit plus Accor Hotel, attention, on dit Accor. Vous avez vu le nouveau logo. Elle n'est pas très loin, d'ailleurs, on voit sa belle tour qui nous regarde. Bonjour Myriam. Céline Forest. Alors Céline Forest, elle est membre du comité exécutif en charge de l'expérience client et de la communication, ce qui fait qu'elle peut dire ce qu'elle veut. Et on va d'ailleurs en profiter ce matin. Elle est chez Engie Cofeli. Et puis Antoine Hermé, alors c'est le seul garçon à cette table, et lui il est CX Champion France. Alors CX Champion France, il nous expliquera pourquoi. Il est chez Euler Hermès, que vous connaissez tous aussi, parce que vous voyez son logo en haut de la tour First à la Défense, et il fait partie du groupe Alliance. Alors je vais leur demander d'abord de se présenter, de présenter leur entreprise rapidement, leur activité en matière d'expérience client et puis leur rôle, puisque le rôle de l'expérience client, d'après vous trois, est au cœur de la stratégie de l'entreprise. On démarre avec Myriam. Myriam. Merci Eric, bonjour à tous. Alors effectivement, comme vous le disiez, donc je suis, juste pour présenter mon rôle et puis après je referai une petite overview de l'expérience client chez Accor. Donc je suis responsable de l'innovation digitale qui est elle-même dans la direction digitale. L'expérience client chez Accor, en fait, c'est juste au cœur du groupe. Comme vous le savez, notre métier, notre cœur de métier, c'est l'hospitalité, c'est l'hôtellerie, c'est de recevoir des gens. Notre baseline a été pendant longtemps Feel Welcome. Donc en fait, l'expérience client, si vous voulez, en fait, c'est quelque chose qui est complètement diffus dans notre organisation. La direction digitale porte aussi l'expérience client. Avec différentes branches, que ce soit du CRM, du marketing relationnel, ce qu'on appelle aussi la guest experience. Donc c'est l'expérience client 360. Et ce qu'on n'oublie pas aussi chez Accor, ce qui est très important, c'est chez Accor, nous avons 2 clients qui sont nos clients finaux, donc ce qu'on appelle les guests, et les hôteliers, puisque notre business model est aussi un modèle où Accor apporte du service à ses hôteliers. Donc l'hôtelier est aussi, pour parler aussi un peu B2B, l'hôtelier est aussi un de nos clients. Donc l'expérience client complètement au cœur d'un groupe chez Accor depuis 50 ans. Et donc votre rôle, c'est l'innovation digitale. Vous allez chercher en permanence des innovations dans le monde entier que vous ramenez à la maison. Exactement. Alors côté innovation, donc sur l'innovation, nous, notre rôle dans l'équipe, ce que je porte en fait, c'est de créer, même voire co-créer, parce que l'idée aussi c'est de créer avec nos clients, avec nos hôteliers, des expériences digitales, donc innovantes, et qui apportent du sens et de la valeur ajoutée. Donc ça c'est hyper important. On ne veut surtout pas faire de l'innovation pour faire de l'innovation, c'est vraiment apporter du sens et de la valeur ajoutée. On a aussi une notion d'anticipation des usages, qui est aussi très importante chez nous, qui est de se dire comment on reste, ce qui était l'ADN, ce qui est l'ADN d'un groupe comme Accor depuis 50 ans, pionnier dans ce qu'on fait, puisque Accor en France est quand même pionnier dans l'hôtellerie. Donc voilà pour parler un petit peu du rôle innovation et de l'expérience client chez nous. D'accord, on reviendra tout à l'heure sur votre stratégie et votre développement avec des marques prestigieuses. Vous montez en gamme, vous montez vers le luxe. On change de secteur d'activité, on se tourne donc vers l'énergie avec Céline. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc moi je travaille chez Engie Cofeli. Engie Cofeli, c'est une entité du groupe Engie. On travaille en B2B pour les entreprises et les collectivités. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est au cœur de la transition énergétique. Alors on parlait de sens tout à l'heure, pour les gens qui travaillent effectivement chez Engie, c'est porteur de sens. Et notre but, en fait, c'est de faire en sorte qu'on consomme moins et mieux. Donc nos clients, c'est à la fois des industriels, du tertiaire, des collectivités, de l'habitat.
Mais on travaille également en B2B2C et vous pouvez vivre l'expérience typiquement chez vous si vous êtes dans un immeuble qui est géré par nous. Donc on s'occupe de votre confort. Voilà. Donc ça c'est notre travail chez Engie Cofeli. Le rôle de l'expérience client chez Engie Cofeli. Alors comme j'ai dit, on est en B2B. Donc B2B, c'est pas forcément inné par rapport au B2C. On est sur des contrats de durée. Donc on a des clients qui sont très exigeants, avec une multiplicité de contacts. Et du coup, l'approche, elle est peut-être un petit peu différente parce qu'il y a un gros chantier culturel quand on fait l'expérience client en B2B. Donc, mon rôle, c'est de représenter ce sujet-là au sein du COMEX d'Engie Cofeli. Donc, bien sûr, on va retrouver tout ce qu'on peut retrouver dans une direction de l'expérience client, toute la partie éco de client, toute une petite partie aussi digitale client, mais également un gros chantier sur l'accompagnement des collaborateurs dans les changements de posture, comment développer les compétences socio-émotionnelles également en entreprise. Voilà. Dans le rôle aussi, ce que je peux dire, en tout cas quand on fait ce métier, pour moi c'est un métier qu'on fait avec passion et avec persévérance. Pourquoi persévérance? Et je pense que c'est encore plus marqué dans le B2B, et je pense que dans la salle vous devez le vivre aussi au quotidien, c'est qu'on est dans des fonctions où il faut toujours montrer ce que ça peut rapporter économiquement, quelle est la performance économique des actions qu'on met en place quand on fait de l'expérience client. Au-delà bien évidemment de la satisfaction client, puisqu'on suit également le NPS, le Net Promoter Score, au sein du COMEX, au même titre que les autres indicateurs financiers de l'entreprise. Et alors, juste pour préciser, le rôle de l'expérience client, vous êtes au COMEX, ça veut dire que votre chef, c'est le patron? Oui, mon chef, c'est le CEO, effectivement, d'Engie Cofeli. Même chose pour Accor? Bon, on sait qu'il y a Maud Bailly qui est très attaché aussi, qui est juste sous le patron. Exactement. Exactement. Donc en fait, c'est très proche. L'expérience client est très proche du patron, de Sébastien Bazin en l'occurrence. Elle remonte vers le soleil. Bon, alors on passe maintenant, on reste dans le B2B, on passe dans un monde qui est un peu différent, qui est plus feutré, l'assurance, le crédit, donc chez Euler Hermès. Antoine? Oui, ça marche. Vous m'entendez. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je travaille chez Euler Hermès, qui est une entreprise du groupe Allianz. C'est une entreprise qui est ancienne puisqu'elle a 90 ans d'existence en France. C'est le numéro 1 mondial de l'assurance crédit. C'est une assurance particulière puisqu'elle couvre, ou en tout cas elle protège les entreprises contre le risque d'impayé client. Donc en ce sens, on est véritablement partenaire des entreprises pour assurer leur développement commercial en les protégeant en protégeant en fait le poste client. Donc nos assurés, ce sont principalement des entreprises, 55 000 assurés dans le monde, et on suit 40 millions d'entreprises puisqu'on les analyse et on évalue le risque. Mais aussi, on a aussi d'autres clients qui sont des intermédiaires, des courtiers, puisqu'ils proposent nos solutions. Donc on a vraiment ces deux niveaux de fidélisation client ou d'attention client, les assurés et les courtiers. Alors maintenant, mon rôle dans l'organisation, ça a été d'accompagner cette transformation, je dirais même cette révolution copernicienne, qui est de dire que l'actif client doit être au centre et au cœur de toutes nos décisions stratégiques. Et donc, bien sûr, j'ai été nommé CX Champion, alors un terme anglais parce que c'est une fonction qui a été déployée dans toutes les divisions du groupe. Alors, je suis un champion, ce qui fait sourire beaucoup mes amis, mais en gros... C'est un nouveau poste qu'on va créer dans toutes les entreprises, le CX Champion. En tout cas, l'idée, c'était de porter, d'animer et de coordonner toutes les actions de transformation. On en parlera tout à l'heure, mais on a suivi une véritable méthodologie qui a commencé en 2015, qui est donc fortement soutenue par le COMEX. Je passe tous les mois au COMEX. On a aussi le critère, parmi les critères de suivi et de ROI, on a notre score NPS. Annuel, client et courtier, et effectivement aussi il y a une part variable de la rémunération des collaborateurs qui est directement indexée sur cette performance. Donc forcément, ça permet d'engager aussi l'ensemble des collaborateurs dans cette transformation-là. C'est bien ça. Alors, à quand la valorisation des groupes, des entreprises par ce genre d'indicateurs? Je sais que certains fonds d'investissement s'y intéressent déjà. Ah, c'est sûr qu'en tout cas, nous, on veut passer de la voix du client à l'avis du client, à la recommandation. Et la recommandation,
ça a véritablement un poids et surtout un aspect financier de rentabilité, bien évidemment, puisque dans un contexte très concentré comme le nôtre, on a deux principaux concurrents. Il faut s'assurer de la fidélisation de nos clients, ça a une valeur financière, et puis on veut aussi se prémunir d'un nouvel entrant disruptif et de se faire ubériser, puisque à la base nous sommes une société d'information financière et on fait de l'assurance. Et on veut surtout pouvoir être en pointe sur la satisfaction client pour se prémunir d'un tel risque qui est réel. Et on a vu d'autres secteurs d'activité qui ont pu être attaqués. Alors ils sont très modestes tous les trois, en tous les cas tous les deux, puisque l'année dernière, Euler Hermès a remporté la palme de l'expérience Esprit de service. Et esprit de service. Voilà, donc on était très très honorés puisque bon, on a candidaté comme n'importe quelle entreprise à cette palme prestigieuse de la FRC. Et c'est vrai que ça a été une reconnaissance de tout l'effort qui a été accompli à travers pas mal d'indicateurs objectifs comme le NPS où on est numéro 1 sur les clients et sur les courtiers. On a fait un bond de 14 points l'an dernier et ça effectivement ça a été récompensé par ce trophée. Mais c'est encore une fois, j'en parlerai peut-être plus tout à l'heure, on a suivi une véritable méthodologie avec des KPI à suivre et qu'on a valorisé lors de ce trophée. Je vous invite tous à concourir en 2019, cette année, aux palmes de la relation client. On lance les candidatures au mois de mai. Donc vous voyez, après, vous devenez célèbre. Vous allez sur les antennes de télévision et vous venez sur cette scène. Même chose pour Accor. Accor est très modeste. Qu'est-ce qu'elle a gagné l'année dernière, Maud Bailly? La meilleure directrice de l'année. Exactement, la meilleure directrice de l'année. Voilà, donc on va la revoir encore. La modestie, c'est pas mal aussi. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Chez Accor, c'est bien. Ils sont très modestes. Bon, alors, je vous signale que vous pouvez poser des questions. Vous avez... alors moi, je les suivrai sur ce petit écran. Mais si vous voulez, vous faites sur votre portable le 06 44 64 69 00 et ou depuis live.i0/EM 2019. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on les a là et on sélectionnera les meilleurs. On les filtre, comme pendant le grand débat. Alors, deuxième temps. Première question pour Myriam. Alors Myriam, dans ce monde dont on a parlé en transformation par l'expérience client, où en fait la robotisation commence à gagner, je crois que vous testez beaucoup de technologies, beaucoup de bots, vous avez vu beaucoup de choses en matière d'intelligence artificielle. Alors comment faire en sorte pour que, surtout dans l'univers de l'hospitalité, hein, que l'humain sur lequel on est très attaché, soit de plus en plus un marqueur de différenciation par rapport à vos groupes concurrents, parce que vous êtes dans un marché qui est très très concurrentiel, hein. On connaît les marques américaines qui sont très puissantes. Effectivement, on est dans un marché très concurrentiel, de typologie, je dirais, de concurrents. On a les concurrents qui nous ressemblent beaucoup, donc les marques hôtelières, les grands, les Américains ou autres. Et puis après, on a ce qu'on appelle les OTA, les Online Travel Agencies, qui nous chahutent pas mal, sans parler, après on en a beaucoup parlé les années précédentes, mais le private rental, donc autour de Airbnb, etc. Pour revenir sur la problématique de la robotisation, de l'humain, du fait qu'Accor soit au cœur de l'hospitalité, avec pour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec pour ADN même l'humain, puisqu'on accueille des gens. Ce qu'on peut se dire, c'est que l'intelligence artificielle, et je pense que vous avez tous lu tout un tas de choses, va sans conteste transformer le monde dans lequel on vit. Ça, c'est sûr. On commence déjà à le vivre, ne serait-ce que par des choses que vous avez peut-être à la maison, qui sont par exemple des assistants vocaux ou autres. Et après, on peut parler d'autres choses qui sont plus en nos entreprises. On fait le petit sondage, qui a un assistant vocal Google Home ou Alexa ou un assistant vocal français. Il n'y en a pas beaucoup. J'aurais dit plus, finalement. Ouais, on est sur quelques pourcents. Ouais. En tout cas, ce qu'on sait, et on le voit avec les chiffres, c'est que les ventes de ces équipements explosent complètement. Donc on le sait que dans quelques années, moi je le vois notamment avec mes nièces qui adorent jouer avec ces assistants vocaux. Donc demain, ce sera quelque chose qui sera complètement dans nos foyers. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, moi je pense effectivement que ça va sans conteste, ça va transformer le monde dans lequel on vit. En revanche, et ça vous pouvez le lire dans tout un tas d'études et des grands chercheurs autour de l'IA vous le disent, la machine ne pourra pas remplacer l'empathie. Donc à un moment donné, l'humain, et moi je crois profondément à cela, et dans le groupe Accor, c'est ce sur quoi on travaille, c'est que l'intelligence artificielle vient augmenter l'humain, le staff, les employés. Pour rappel, nous avons Accor Hotel, Accor, il faut que je m'habitue.
Accor, c'est... Accor, attention. Hein. Et je vous expliquerai pourquoi aujourd'hui c'est Accor et plus Accor Hôtel. Je vous l'expliquerai juste après. Donc aujourd'hui, Accor, c'est 280 000 employés. La majeure partie des employés sont sur le terrain, sont des gens qui sont au contact avec nos clients. Donc l'IA, pour nous, sa vocation, c'est de remettre l'humain à sa place. Je m'explique, on a fait quelques initiatives, des POC, des tests, où on a mis des chatbots en intermédiation entre le guest et l'hôtelier. Lorsque le client a des questions avant son séjour, hein, on a tous vécu ce moment où on se dit mais je sais plus, est-ce qu'il y a bien le parking, il est gratuit, on a encore des questions autour du Wi-Fi, bon ça c'est notre problématique, les gens qui se posent encore cette question, c'est toujours amusant de voir ça. Donc tout un tas de questions qui sont ce qu'on appelle la faible valeur ajoutée pour le staff. Et donc là, on utilise les chatbots et les assistants conversationnels pour justement ce qu'on appelait à l'époque, hein, je suis une ancienne des télécoms et donc de tous ces sujets, de désengorger en fait ce flux-là, de l'automatiser et donc de laisser la place au staff à faire son métier d'humain, d'accueil, et plus que juste répondre à des questions de ce type. Donc voilà, chez Accor, en tout cas, on croit fortement que l'IA vient augmenter nos employés et les remettre au centre de la relation client et donc donner du sens, pour reprendre aussi notre thématique de ce matin. Bravo. Vous pouvez nous dévoiler quelques innovations que vous voulez mettre en place dans la chambre d'hôtel ou pas encore ? Pas encore. Mais juste, je reviens sur cette notion d'Accor et Accor Hôtel. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le groupe va beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur l'ambition qui est de parler d'hospitalité augmentée. Le groupe Accor, aujourd'hui, ce sont des bars, ce sont des discothèques, ce sont des salles de réunion, ce sont des restaurants, ce sont des piscines très connues comme le Molitor, ce sont des palaces très connus comme le Royal Monceau. Donc aujourd'hui, Accor, c'est à peu près une quarantaine de marques, un peu moins, entre 38 marques pour être précis. On peut en citer quelques-unes, on peut faire la pub. Citer quelques-unes. Les plus connues, le Royal Monceau, ça fait partie du groupe Accor. Tout à fait. Donc en fait, on a les plus budget, je dirais, les budgets, donc qui sont Formule 1 en France, Ibis Budget en international, jusqu'à Sofitel, Pullman, Mercure, Novotel, et maintenant donc des palaces, SBI, Mondrian pour ceux qui connaissent aussi. Donc on est vraiment aujourd'hui sur une gamme de services et de propositions d'offres de valeur de services qui augmente, et ça nous permet aussi, c'est un super terrain de jeu pour la relation client et pour toutes les innovations. Et sans dévoiler, effectivement, on travaille très sérieusement sur toutes ces problématiques d'expérience innovante et d'assistants vocaux dans toute cette expérience client 360. Ouais, à quand le café automatiquement commandé, le bain qui coulera entre les objets connectés qui se parleront. Sans oublier qu'on aura toujours besoin d'un humain pour certaines actions et en fonction, encore une fois, des gammes. Et voilà, quand je vais au Royal Monceau, j'ai quand même envie de me faire servir. Bah bien sûr. Et dit très bien déjeuner. Est-ce que vous avez mis tout ça dans un programme qui s'appelle All ? C'est ce qui... A2L ? Exactement. A2L, All pour Accor Live Limitless. Donc c'est notre... deux marques. Donc c'est les annonces qui ont été faites, pour être très précis, le 21 février, où nous avons annoncé notre nouveau positionnement. Donc Accor, qui est notre marque corporate, et Accor Live Limitless, donc All, qui est notre nouveau programme de fidélité, qui lui justement va permettre à nos clients de bénéficier, de profiter de toute cette expérience d'hospitalité augmentée et de pouvoir earner des points et de profiter de l'ensemble des services que l'écosystème Accor propose de plus en plus. Bon, alors Myriam est en train de nous dire qu'il n'y aura pas des robots pour nous accueillir, pour faire le lit, pour nous servir. On est loin, c'est pas notre monde, c'est pas votre ADN. Pas trop, non. On n'est pas près de l'avoir, ça. Bon, alors on va essayer de poser la même question à Engie. On va changer de monde, on va dans le B2B, ça va être plus compliqué. Quelles sont un petit peu vos actualités, aussi vos enjeux dans le digital, hein? Est-ce que vous faites des expérimentations à base d'intelligence artificielle, vous aussi, et puis surtout, quels impacts ça peut avoir? Enfin, on parle beaucoup de transformation par le digital, mais on a envie de dire, nous, transformation par l'expérience client. Est-ce qu'il y a des chiffres, des choses concrètes? Est-ce qu'on peut le mesurer déjà? Alors oui, effectivement, B2B, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi B2B2C, puisque les clients de nos clients deviennent aussi nos clients, donc ça complexifie un petit peu l'environnement.
Et donc on attend de nous toujours plus de réactivité, toujours plus de transparence, et à la fois avec les clients directs, mais également nos clients indirects. Donc effectivement, le digital pour nous, alors je vais reprendre un petit peu les propos que vous disiez. Le digital, il doit être là, à mon sens, pour remettre effectivement un petit peu d'humanité au sein de l'entreprise, puisqu'il doit être là pour retirer un petit peu toutes ces tâches qui ont peu de valeur ajoutée et pour permettre de gagner en réactivité. Alors concrètement, comment ça se traduit chez nous ? Donc on le fait à la fois en interne ou en externe, je m'explique. En interne, on a mis par exemple des capteurs, des IoT sur nos installations qui permettent de collecter de la donnée et nous permettent d'être plus réactifs, d'avoir la donnée analysée en temps réel et nous d'être plus réactifs dans nos interventions. Ça c'est un exemple. Ensuite, quand je parlais du B2B2C, on permet également de mettre en place des applications pour l'occupant dans un bâtiment ou alors chez lui, dans l'habitat, qui permet de gérer à la fois les prestataires qui interviennent sur le bâtiment, mais également dans l'habitat, on fait ça, on permet grâce à l'application de créer du lien entre les voisins et du partage d'informations. Donc là, on voit bien que le digital remet un petit peu d'humain dans la relation. Une autre chose qu'on a mis en place, qui a permis de changer un petit peu les cultures au sein de l'entreprise et qui a permis de remettre, ou le digital a permis de remettre de l'humain en fait, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle la barométrie à chaud. Donc c'est une barométrie d'enquête client, juste après une intervention. Et c'est nos techniciens qui sont équipés d'un iPad qui font ces enquêtes sur le terrain. Et finalement, c'est pas tant la note qui en ressort, qui est important, mais c'est plus le geste, ou en tout cas l'intention d'avoir un échange avec le client. Donc ça, c'est un autre exemple de solution digitale qu'on a mis en place et qui permet aussi de redonner du sens à nos collaborateurs. Sur les résultats ? Oui, parce qu'en plus, je reçois énormément de questions là-dessus. Oui. On voit qu'on a des initiés dans la salle. Ah. Donc, alors, on reviendra peut-être sur Accor tout à l'heure, mais il y en a pas mal sur les KPIs. Oui. Quels sont vos KPIs, lesquels vous suivez? Est-ce que ça a permis justement ces métriques d'améliorer votre chiffre d'affaires, les résultats au niveau du groupe, de ROI dont on parlait tout à l'heure? Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est qu'en 4 ans, donc la direction de l'expérience client a été créée il y a 4 ans. Et en 4 ans, on a amélioré notre NPS, donc le Net Promoter Score, de 20 points en 4 ans. Sur notre développement commercial, en moyenne, depuis 4 ans, on est à 16% par an. Voilà, donc on voit qu'aujourd'hui qu'il y a des impacts, ça c'est pour les impacts... On voit que c'était pas compris, hein. Le NBS, c'est le NPS, Net Promoter Score en anglais, ouais. Hélas. Qui veut dire donc le taux de recommandation? Oui, alors c'est le taux qui compare en fait vos promoteurs et vos détracteurs. Voilà. On ne connaît pas la moyenne nationale d'ailleurs, on ne sait pas. Comment vous vous situez, comment vous le mesurez? Alors en B2B c'est compliqué parce qu'on ne communique pas sur ces chiffres, donc c'est difficile de... Mais je sais qu'en B2B, on est plutôt vers le bas par rapport au B2B, enfin que les entreprises en B2B sont plutôt plus basses que les entreprises en B2C. On va revenir tout à l'heure sur la question de la culture expérience client dans le B2B, mais peut-être avec Céline, on peut lui demander, là c'est une question qui nous arrive, quelles sont les clés de succès pour changer la culture d'une entreprise B2B? En B2C, on sent que c'est l'ADN, mais là, ça a été plus dur pour vous? Ouais. Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est l'adhésion du patron, du CEO. Ça, c'est un facteur clé toujours d'en haut. De succès. Le deuxième, c'est que, je vous l'ai dit en introduction, quand on fait ce métier, il faut être passionné, il faut y croire et faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de persévérance. Je lâche rien, jamais. Ça se voit. Le combat n'est jamais terminé parce que vous devez toujours justifier finalement de ce fameux ROI, de ce que ça rapporte. C'est plus difficile à prouver que d'autres fonctions dans l'entreprise. Voilà, donc ça c'est un autre facteur clé de succès. Et le dernier, je dirais, c'est de l'empathie. Mais ça revient un peu à quand on est passionné, je pense qu'on est empathique, on se met donc à la place du client, à la place des collaborateurs. Voilà, ça c'est des... Et ça y est, les techniciens, ils ont la culture client, On développe. Oui, mais honnêtement... Vous me citiez 22% de hausse annuelle dans votre développement, alors, en moyenne, c'est 16%, oui. 16%. Ouais,
Ouais. C'est pas mal. Hein. Développement. Bon, on va rester dans le B2B. Donc, pour Antoine, c'est quoi sa vision aussi et quelle valeur ajoutée l'expérience client a apporté dans cet univers B2B? Est-ce qu'il est à la traîne, le B2B, ou est-ce qu'il rattrape son retard? Je ne sais pas comment on peut dire. Mais... Alors, moi, je venais du B2C. C'est ce qui m'a intéressé dans cette transformation. C'est qu'effectivement, il y a des vraies contraintes, mais il y a des belles opportunités. Pourquoi? Parce qu'en fait, en B2B, on a une vraie spécificité, par exemple, par rapport au B2C, c'est que nos clients, nos assurés sont des partenaires. En fait, on assure leur développement commercial. Et d'autre part, il y a aussi une fréquence d'achat ou de recours à nos services qui est beaucoup plus forte. Puisqu'en fait, dans le même jour, nos assurés peuvent faire appel à nos services plusieurs fois par jour, voire et plusieurs fois par semaine, donc conséquemment. Ce qui veut dire qu'on a une proximité, on a des interactions très fréquentes. Donc de ce fait-là, il y a un impératif à avoir une belle expérience client. Nous, effectivement, on monitore cette expérience client à travers le NPS. Donc c'est une mesure de la recommandation qui fait la différence entre le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de vos détracteurs. Effectivement, on est numéro 1 sur nos deux populations, les assurés et les courtiers. On a fait un bond de 14 points sur les clients, on est à 22 aujourd'hui. Et sur les courtiers, on est à 47, ce qui est énorme. On a pris 8 points aussi l'an dernier. Alors, ça vous montre des KPI qu'on suit. Et en plus de ça, on a aussi 8 enquêtes NPS mensuelles. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, enfin, je parlais de méthodologie, peut-être pour donner quelques clés à vous, qui peut-être vous posez des questions sur une méthodologie. En 2015, donc, on a voulu transformer l'expérience client. On a fait une première phase en fait de diagnostic où on a vraiment bien spécifié notre parcours client avec 26 interactions clés. Après, on est passé à une phase de redesign. On a identifié qu'il y avait 8 moments de vérité et 5 moments d'irritation. Et donc maintenant, on est dans une phase de transformation. Et donc, on a mis en place mensuellement 8 enquêtes qu'on suit donc mensuellement. Et moi, j'identifie tout de suite des détracteurs. Et après, on les suit, on les appelle, on voit le problème et on résout les problèmes. Et par la suite, ces détracteurs, on essaie d'en faire des promoteurs. Voilà concrètement comment on peut améliorer notre NPS. Donc, par rapport aux facteurs clés de succès, je rejoins Céline, l'engagement du COMEX. Mais je crois qu'il y a eu un levier encore aussi fondamental, c'est le fait d'avoir une part du variable qui soit directement indexée à ces résultats du NPS. C'est-à-dire que nos collaborateurs sont aussi motivés, même ceux qui ne sont pas forcément en front customer, à participer à ce parcours client, à trouver leur place dans ce parcours client, pour justement faire en sorte qu'à l'arrivée, on ait un NPS qui soit numéro 1 sur les clients et sur les courtiers. C'est la condition pour pouvoir faire en sorte que nos collaborateurs aient cette partie variable. Donc ça, c'est extrêmement fort. Vous qui avez fait les deux, il y a des spécificités sur le B2B? Il y a moins de clients, il y a peut-être des client différents. Plus exigeant. Ouais. Il est plus exigeant, on le voit bien, je pense. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est un véritable partenaire. Si on fait défaut, si on n'est pas au rendez-vous, c'est leur business qui est directement mis en cause, qui est challengé. Nous, on donne des avis, des avis sur donc des risques d'impayés. Voilà, il faut qu'on amène nos assurés à comprendre nos décisions. Et d'ailleurs, on parlait du digital. Aujourd'hui, on a inséré dans nos décisions de crédit, puisqu'en fait, le process est simple. Hein, nos assurés font des demandes de couverture. Ils veulent être, par exemple, idéalement, être couverts à 100% sur une créance client d'un de leurs clients, de leur portefeuille client. Donc on connaît tout leur portefeuille client. Et donc on leur répond, oui, on vous couvre à 100%. Bon. Et nos arbitres, donc les personnes qui disent ok, on donne 100% de la couverture, on vous assure sur cette créance client à 100%, et ben nos arbitres donnaient des justifications. Mais ce qui remontait très fort auprès de nos détracteurs, c'était qu'ils ne comprenaient pas clairement toujours nos décisions. Et ben qu'est-ce qu'on a fait? Grâce au digital, on a mis en fait du natural language, du langage naturel, pour mettre davantage d'indicateurs financiers, de fonds propres sur dette, de date de création de tel ou tel client pour expliquer nos positions. Et c'est vrai qu'en premier niveau, ça a été lancé en octobre dernier et on a vu qu'on a amélioré le score sur l'explication et la justification de nos positions, qui est un point très important et voire irritant pour nos clients, grâce à ça, puisqu'en premier niveau, on donne un premier élément d'information qui permet pour l'assuré d'aller plus vite et de ne pas perdre de temps en nous appelant ou bien en appelant leur courtier. Donc ça, c'est du digital qui permet de libérer du temps, de donner plus d'informations, d'être automatisé, d'être systématique et donc d'améliorer l'expérience client. On disait en préparant cette table ronde, vous avez mis en place concrètement. J'ai énormément de bravo, hein, j'ai énormément de questions. On va garder un petit peu de temps pour pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Mais concrètement, ils veulent du concret. Concrètement, quelles sont les actions que vous avez mis en place chez Euler Hermès? Alors,
Pour les Donc déjà, détailler on a un tout petit peu. comité. Enfin, moi, je drive un comité de 10 personnes. Ce sont 10 référencés X de chacune des directions importantes de l'entreprise. Donc, il y a à chaque fois des gens qui sont impliqués, qui diffusent aussi ces informations et qui font remonter aussi des idées depuis les directions. Donc, c'est une organisation. Deuxièmement, on a évalué 1400 verbatim clients, donc justement qu'on capte à travers nos 8 enquêtes mensuelles NPS. On n'attend pas une fois par an d'avoir une enquête NPS, on l'a tous les mois. Donc on a une sorte de baromètre client et on a analysé 1400 verbatim. Par la suite, on a un taux de rétention de 95%, qui est très fort de ce fait-là. On a aussi fait en sorte de livrer une formation online qui soit assez, dans la gamification, avec des jeux de rôle, etc. Et on a 526 des 800 collaborateurs qui l'ont fait. Et ça, c'était mandatory, c'était quand même fortement recommandé. Et on a 526 employés qui ont fait cette formation avec des attitudes clés. Lorsqu'on est en compte à comment annoncer une mauvaise nouvelle à un assuré, comment traiter une insatisfaction, quel est le tone of voice à adopter. Voilà, des véritables scénettes. Et puis, concrètement aussi, alors on parlait du digital, on a des actions qui sont ciblées sur les petits clients qu'on a peut-être moins le temps de recevoir un rendez-vous ou d'avoir au téléphone. On a mis beaucoup de digital pour donner des informations directement de manière très processée. Donc là, le digital nous aide beaucoup. Et aussi pour les nouveaux clients, on les aide en leur donnant une vision un peu, une sorte de parcours client à l'intérieur de notre client. C'est une sorte de diaporama qui permet aux nouveaux clients de savoir qui appeler, à quel numéro, comment, quelle équipe dédiée. Une sorte de jeu de piste interne pour que nos process soient plus lisibles. Voilà, ça c'est des éléments concrets. Bon, alors on va rentrer dans les questions, on en reçoit trop là. Vous en avez, tout le monde en a, hein, donc vous inquiétez pas. Hein. Comment suivez-vous les détracteurs ou les influenceurs? Alors je sais pas qui veut répondre. C'est pour vous trois. Alors, les détracteurs, on les suit, on les rappelle. On met en place des... Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est que dans l'organisation, en fait, donc j'ai une équipe qui est répartie à peu près sur toute la France et qui accompagne nos agences dans des plans d'action suite aux remontées qu'on a dans les enquêtes de satisfaction. Et du coup, quand on a des détracteurs, on les suit, on les appelle, on va les voir, on met des actions particulières. Mais surtout aussi, parce que on ne parle pas que des choses qui ne vont pas, on parle aussi des choses qui vont. Donc on valorise quand on a des satisfactions clients. Donc on affiche aussi nos satisfactions clients, les verbatims des clients qui sont contents, on les affiche, on communique dessus. Donc on ne fait pas que travailler finalement sur ce qui ne va pas. On fait aussi, on travaille aussi sur ce qui va et on met en avant quand un client est content, on le fait savoir. Voilà. Bon, c'est bien. Si vous voulez répondre, alors j'ai beaucoup de questions pour Accor. Je suis Platinium. Alors, j'ai jamais entendu parler des chatbots. Oui, voilà, elle n'est pas service après-vente. Non, mais elle a jamais entendu parler des chatbots. Elle a jamais testé des chatbots. Et comment faites-vous aussi? Il y a une autre question sur la relation client pour les personnes sourdes et malentendantes. C'est vrai que vous connaissez tous la loi, les directives qui sont sorties, les réglementations qui sont sorties l'année dernière. Donc, comment vous faites aussi pour traiter ces populations? Je crois qu'il y en a 7 millions en France. Est-ce que vous avez mis en place des services clients? Juste pour rebondir justement sur votre dernier point. Sur votre dernier point, je reviendrai parce que si c'est une cliente ou un client, en tout cas, j'aimerais bien... J'ai pas de nom, hein, tout est anonyme. Hein. Et j'expliquerai. Mais juste sur le... Comment? Ah, il y a le Platinium qui s'est levé, qui a levé son doigt. Parfait. Bravo. J'arrive, madame. Juste sur le dernier point sur les populations handicapées et avec difficulté, notamment à naviguer sur les plateformes digitales, nous avons un programme en interne chez Accor sur l'accessibilité. Donc aujourd'hui, juste pour donner, vous donner une idée, puis ça va vous donner tout de suite la picture globale. Aujourd'hui, c'est un KPI, l'accessibilité, pour lancer un projet digital. Donc en gros, c'est un go-no-go. En gros. Donc c'est quelque chose qui est assez fort. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Accor est présent donc, partout dans le monde. Donc nous sommes aussi soumis à des règles aussi d'accessibilité ailleurs. Typiquement, quand vous prenez les États-Unis ou l'Amérique du Nord, c'est quelque chose qui est très fort. Donc aujourd'hui, c'est intrinsèque dans nos manières de concevoir nos expériences digitales. Est-ce que j'enchaîne directement sur le Plati ou vous voulez parler de l'accessibilité ou ouais, allez, sur la partie conversationnelle, chatbot, aujourd'hui, comme j'expliquais, ce sont des expérimentations. L'idée, justement, avec notre nouveau programme Accor Live Limitless, c'est d'étendre ces expérimentations et que cela devienne une pépite pour
certaines typologies de clients. Aujourd'hui, nous interrogeons des clients platinum, silver, gold, etc., pour aller justement chercher vos préoccupations. Et madame, si ça vous intéresse en tout cas de faire partie de cette communauté, ce sera avec plaisir de vous faire entrer dans cette communauté pour avoir vos feedbacks. C'est la magie du live. Alors si vous voulez répondre aussi sur les sourds, les malentendants, comment vous faites? En B2B, c'est peut-être plus compliqué. Écoutez, nous, on a principalement des notifications écrites. Alors, bien sûr, donc pour les sourds et malentendants, finalement, ça résout le problème, mais pas forcément pour les malvoyants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a 2 niveaux d'interaction avec nos assurés. Donc, on a ces notifications qu'on donne suite à des demandes de couverture de créances clients. Donc, c'est de l'écrit. Et on a une interface dédiée, bien sûr, une interface conversationnelle. Et puis, alors certes, on a identifié les chatbots, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on tient à notre structure qui s'appelle Accueil et Services. Ce sont des personnes qui sont polyvalentes, qui connaissent beaucoup de sujets, qui peuvent apporter à 95% des réponses de premier niveau. En fait, c'est un numéro de téléphone, mais c'est en France déjà, c'est au sein de notre tour, c'est dans notre direction, et ce sont des experts métiers qui répondent en fait à nos clients. Donc, à la fois que ce soit sur l'interface client, on peut avoir des réponses écrites, ou si on a besoin d'appeler, d'interagir, on a ce numéro dédié avec 11 personnes en tout qui traitent les appels. Le volume d'appels, c'est 79 000 appels par an et c'est 29 000 mails traités. Okay. On va revenir aussi peut-être sur l'engagement collaborateur. Il y a pas mal de questions. On l'avait évoqué en participant. Comment booster, comment engager les collaborateurs? Il y a une question pour Céline. Attention pour Engie. Comment concrètement Engie a développé les compétences socio-émotionnelles de ses collaborateurs? Alors, on a mis en place des formations personnalisées dans nos agences. Donc, on a à peu près entre 45 et 50 agences et filiales chez Engie Cofeli. Et on a mis en place en fait des formations pour nos techniciens qui sont en contact direct avec nos clients. Et c'est des formations qui travaillent aussi sous forme de jeux de rôle et qui permettent de développer ces compétences-là. Donc ça, c'est la première chose. Des formations et de l'accompagnement aussi sur la durée, du compagnonnage aussi, des échanges avec des pairs, ça c'est la deuxième chose. Et puis, troisièmement, en fait, les compétences socio aussi émotionnelles, au-delà des formations, elles se développent aussi naturellement parce que, en transformant l'entreprise et en l'orientant vers le client et en mettant en place finalement des indicateurs orientés clients, effectivement, le NPS, nous également, ça fait partie des objectifs des collaborateurs. Les personnes chez nous développent ces compétences et on se rend compte que, on parlait de sens, on se rend compte que forcément en développant leur empathie, ça développe du sens, ils sont contents d'aller venir travailler le matin. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des métiers de service. Et dans le service, s'il n'y a pas d'humain, s'il n'y a pas de sens... Mais concrètement, pour engager les collaborateurs, pour les faire venir, pour aller en embaucher de nouveaux, vous avez des programmes, vous avez vous mettez en place coworking, ce télétravail, moins de hiérarchie, ces nouvelles formes d'interaction avec l'entreprise que veulent les jeunes, les plus jeunes. Oui, alors si j'élargis effectivement, alors nous on est tous passés en espace de coworking chez Engie à tous les niveaux. On met en place effectivement des programmes de coworking, on met en place des programmes enfin pas des programmes d'ailleurs, on a mis en place le télétravail. Donc effectivement on peut aujourd'hui travailler de n'importe où en France, chez soi, etc. Ça, c'est des choses qui sont développées. On travaille beaucoup aussi sur les réseaux sociaux pour attirer les jeunes, enfin les jeunes, les moins jeunes d'ailleurs, et on cherche beaucoup aujourd'hui de techniciens. Voilà, pour venir travailler chez nous. D'ailleurs, même question à vous deux, comment engager les collaborateurs? Peut-être Antoine et après les 280 000 d'accords. Alors là, il y a du boulot. Oui, il y a du challenge. Je vous ai parlé en fait d'un comité expérience client avec 10 membres qui sont des référents expérience client qui viennent des différentes directions. En fin d'année dernière, moi j'ai monté un atelier avec eux de co-construction de l'année 2019.
Et je leur ai demandé un petit peu ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils souhaitaient faire. Et c'est vrai qu'on a co-construit la roadmap de cette année. Et notamment, ce qui ressortait beaucoup, c'est qu'ils voulaient des ateliers, alors de pouvoir participer à des salons comme aujourd'hui. Alors j'en ai quelques-uns qui sont là, qui vont aussi assister à d'autres conférences. C'est un peu de sortir de la tour d'ivoire, de voir un peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, l'adhésion à la FRC va dans ce sens-là, puisque ça permet d'échanger avec d'autres pairs. Oui. Et bon, Bravo. D'autre part, il nous a été fortement demandé un peu des jeux de rôle en termes de formation. Et donc c'est vrai qu'on a mis en place ça, on avait commencé déjà l'an dernier, mais on fait de la gamification autour de l'expérience client. Et donc concrètement, bon, voilà, on est très prosaïque, on est assez modeste dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on va recréer des situations, des petites scénettes, et la formation passe par la mise en situation. Et c'est là où les émotions ressortent, c'est là où vraiment le client, vous vivez la vie du client en fait. Donc ça, beaucoup de jeux de rôle dans les différentes directions, principalement en front, on en a 5 directions, mais aussi dans tous les autres services. Et puis je dirais aussi quelque chose qui est très sympa, c'est de faire de la co-construction avec des clients. Par exemple, je vous parlais du digital et du fait qu'on n'est plus aujourd'hui, on arrive à donner davantage d'indicateurs financiers pour expliquer nos positions, nos prises de décision sur on vous couvre à 100% ou bien à 70% sur cette créance client. Ben, qu'est-ce qu'on a fait l'an dernier? On a co-construit la solution, c'est-à-dire qu'on a fait des sprints, c'est en fait des développements de 3 semaines, et à chaque fois, l'IT montrer ce qu'ils avaient à développer ou ce qu'ils avaient à présenter en termes de wording à des vrais clients, à des vrais assurés, plus des courtiers, avec des personnes, dont moi, mais aussi des personnes de l'expérience client, et on échangeait sur le résultat. Et on a fait 3 sprints comme ça, on a co-construit la solution. Aujourd'hui, on sait qu'on a l'atteinte de l'objectif en termes d'attente de nos assurés, mais on a aussi le plaisir de nos différents membres, de nos différents collaborateurs, d'avoir participé à cette co-construction, et c'est pour ça qu'on a pu se prévaloir par la suite d'une sorte de label testé et développé avec nos assurés pour le lancement de cette nouvelle initiative. Donc c'est beaucoup plus impliquant en fait, c'est beaucoup plus sympa. Même question pour Myriam, comment engager les collaborateurs? On n'avait pas parlé dans une autre conférence à la FRC de collaborateurs augmentés. Est-ce qu'on lui permet justement de superviser des conversations qui peuvent être faites par des technologies d'intelligence artificielle et lui garde son expertise? Est-ce que vous le testez, ça? Typiquement, c'est ce qu'on teste avec le chatbot qui est en intermédiation aujourd'hui. C'est que l'idée aussi dans ce test, c'est de tester une solution pour l'hôtelier, pour pouvoir prendre la main et être au courant de ce qui se passe à l'instant T. Pourquoi? Parce que je peux agir tout de suite. Et s'il y a un souci dans une chambre, ou peu importe, un client qui se plaint, ce qu'on appelle le real-time feedback, et là je peux interagir tout de suite plutôt que de le faire, et on l'a tous connu dans nos différents métiers, ces sondages post-expérience, est-ce que l'expérience a été bonne, etc. Et de ne pas pouvoir réagir parce que finalement c'est trop tard. Et aujourd'hui on est dans un environnement, dans un écosystème où le client, quand il n'est pas content, il a besoin d'avoir une réponse de suite, ou en tout cas un engagement de la part de la marque de suite. Pour revenir sur les sujets, parce qu'on fait un peu la même chose sur comment engager les collaborateurs, 2 axes principaux, deux projets qu'on a menés en interne. Le premier qui se rapproche beaucoup de ce que vous avez fait chez Engie et aussi de votre côté Antoine, c'est je pense que beaucoup d'annonceurs font ça, beaucoup de grands groupes doivent faire ça, c'est le côté formé à avoir de l'empathie. Alors encore plus quand on est Accor et quand on est un groupe de l'hospitalité. Donc aujourd'hui on a un programme interne qui est worldwide, hein, bien entendu, dans l'ensemble des régions, dans l'ensemble donc des pays dans lesquels nous sommes, et qui justement valorise le côté empathie et qui développe, donc déjà à l'origine nos collaborateurs sur le terrain de toute façon ont cet ADN. De toute façon on ne vient pas travailler dans un secteur de l'hôtellerie si on n'aime pas la relation client et si on n'aime pas les gens. Ça va être compliqué. Donc déjà il y a ça, mais puis il y a le côté quand même, il faut le surdévelopper cet aspect-là. On peut l'avoir en soi, mais c'est comment on les aide à surdévelopper. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un petit peu ce que vous avez dit, on fait à peu près la même chose. Le deuxième axe, c'est un jour notre CEO nous a dit, les gens qui sont au siège, c'est toujours cette dichotomie, quand on est au siège et qu'on a aussi, c'est ce que je vous disais, 280 000 collaborateurs, 90% à peu près, hein, ce chiffre n'est pas non plus le chiffre définitif, mais c'est à peu près ça la proportion, c'est 90% terrain, 10% dans des tours finalement, dans des bureaux. Donc, à un moment donné, Sébastien Bazin, notre CEO, nous a dit on va lancer une campagne interne qui est Swap Your Job. Un peu le Vie ma vie pour ceux qui se souviennent de cette vieille émission. Qui est hyper intéressant parce que les gens du siège sont allés pendant une semaine dans un hôtel à côté de chez soi, faire une semaine de training et de faire différents postes
sur place. Donc voilà, moi j'ai fait de la restauration, on fait de l'accueil, etc. Donc ça fait partie en tout cas des projets et des trainings qu'on met en place pour aussi développer toute cette partie émotionnelle, aussi quand on pense la relation client, quand on est au siège. Alors, on reçoit une autre question qui est un peu différente, mais qui nous permet de revenir sur ce salon. Vous voyez autour de vous énormément de marques qui sont essentiellement focus sur les technologies et beaucoup de startups. Comment vos groupes se comportent avec des startups? Est-ce que vous les intégrez? Est-ce que vous faites des développements internes? Est-ce que vous testez des choses? Est-ce que vous avez des incubateurs? Euler, Hermès, Engie, Accor? Cette innovation, comment vous l'intégrez dans vos groupes? On fait un peu de tout. Un peu de tout. On intègre, on incube, on teste, on teste tout. D'accord. Euler? Alors nous, donc j'ai parlé de la co-construction avec des assurés sur une initiative particulière qui est d'aller puiser des indicateurs financiers et de les restituer aux assurés. Bon, bah ça s'est fait via une start-up qui propose un logiciel de natural language. Donc on les a fait travailler, on a été convaincus, c'est une petite start-up, donc on les fait travailler. Et la deuxième chose, c'est que l'expérience client, donc comme je vous disais, ça date de 2015, c'est une vraie révolution, une transformation, mais c'est pas la seule. C'est aussi une transformation digitale et on s'appuie donc sur une direction qui a été créée nouvellement aussi, qui s'appelle l'accélération digitale. Et grâce à l'accélération digitale, on va sourcer un certain nombre de startups ou de nouveaux moyens d'interaction avec les assurés, voire même des nouveaux business models. Donc il y a véritablement une direction qui a été créée pour faire ça à 100%, full-time job. Et donc moi je m'en inspire sur un certain nombre d'initiatives dont je peux me servir dans l'expérience client, mais eux, ils ont une vraie interaction avec les startups et ils sont même en train de développer des nouveaux business models pour vendre l'assurance crédit, voire d'autres services comme la fraude, des assurances contre la fraude ou l'assurance caution, voilà, pour le développement à l'international. Ouais, c'est bien. Alors je vous le disais au début, la FRC pilote le groupe de travail relations clients, expérience client au sein du hub Francia. Donc on s'est projeté un peu sur les 3 ans qui viennent sur l'évolution à la fois de nos métiers mais aussi des compétences. Et Accor fait partie de ce groupe de travail. Je sais qu'Accor, vous êtes dans un tissu de start-up, vous les intégrez, vous les faites travailler, vous faites comment ? Un peu de tout, en gros. L'open innovation est au cœur de notre stratégie d'innovation, ça c'est un fait. Ensuite, on a un peu de tout, c'est-à-dire qu'on fait des participations, qu'elles soient minoritaires ou majoritaires, pour venir accélérer certaines verticales du type du conversationnel, par exemple, où on a une participation minoritaire dans certaines startups. D'autres, ça va être de la participation majoritaire pour faire de l'hospitalité augmentée, donc aller sur d'autres terrains. Et l'idée, en tout cas, c'est... Puis on a aussi des participations dans des accélérateurs de start-up, pour ceux qui connaissent Techstars, qui est un des plus gros accélérateurs américains, qui est donc aujourd'hui, depuis 2 ans, installé aussi sur Paris. Donc on est dans ces écosystèmes, parce que l'idée aussi, c'est de se dire, je pense qu'on est tous convaincus, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'un écosystème ouvert pour proposer des expériences clients innovantes et au goût du jour finalement et de ce que attendent nos clients. Ouais, on le disait au tout début, le client devient un collaborateur, donc il fait partie de l'entreprise pour justement co-créer des services, des produits, et Dieu sait si lui, il est très en avance aussi sur les nouvelles technologies. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va revenir un tout petit peu sur nos convictions. En conclusion, je vais vous demander, en montrant cette phrase qui nous a beaucoup marqué lors de 2 voyages, un au CES de Las Vegas et un à la NRF de New York, je vais vous demander à tous les 3 de vraiment de sortir vos tripes et de me dire quelles sont vos convictions. Est-ce que vous en êtes sûr que l'expérience client va faire la différence dans vos entreprises demain? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est suivi par vos directions générales? Vous l'avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer d'expérience client? Est-ce que le produit suffit ou plus du tout, quoi? C'est terminé. On est à l'ère de l'expérience client. Qui démarre? Antoine? Non, ce que je peux simplement dire, c'est que effectivement aujourd'hui, c'est un levier, c'est un critère d'efficacité de performance. C'est une discipline. C'est encore plus fort qu'un levier. C'est presque un mantra. En tout cas, au COMEX, c'est une exigence de chaque instant. Et moi, je dirais simplement, dans le B2B, je pense que l'expérience client, en fait, c'est encore l'Eldorado de l'expérience client, dans le bon sens, c'est-à-dire que tout reste à écrire et les codes restent encore à inventer, puisque il n'y a pas un paradigme, il n'y a pas des choses qui sont totalement établies, et donc on peut beaucoup tenter, beaucoup innover. Donc moi je trouve ça passionnant parce qu'on peut co-créer pas mal de nouvelles choses avec nos assurés. Même chose, les convictions?
Alors, pas de langue de bois, hein. C'est vrai, hein. Ouais. je vais reprendre ce que vous avez dit. Pour moi, le client, il fait partie aujourd'hui intégrante de l'entreprise. On co-construit avec lui. Il intègre même parfois nos instances. Et effectivement, en B2B, il y a encore du chemin à faire. Mais effectivement, c'est aussi un levier de performance et de mettre le client au cœur et d'être complètement focus client, ça permet à mon sens, vraiment de développer de l'empathie. Et quand on développe de l'empathie, on est content de se lever le matin, d'aller au travail et ça donne du sens. Myriam aussi, elle est contente de se lever le matin. Tous les matins. Tous les matins. Encore plus ce matin. Je pense qu'on n'a jamais été autant dans l'expérience client qu'avant, par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur l'IA et toutes ces innovations, etc. Et que pour un groupe comme Accor, je l'ai répété beaucoup, mais l'humain est très important, que ce soit notre staff, mais aussi on co-crée, on co-design avec nos clients. Je parlais tout à l'heure de communauté. Et quand on est un groupe comme Accor qui a décidé d'être Live Accor, c'est Accor Live Limitless, et que pour nous, demain, ce n'est pas juste de vendre des nuits d'hôtel, mais c'est de vendre des expériences. Le mot expérience n'a jamais autant été utilisé que depuis ces dernières années. Je pense qu'on est complètement dedans et qu'on n'a jamais été autant dedans qu'aujourd'hui. Pour avoir été aux États-Unis récemment, c'est vrai que l'expérience est plus forte que le produit. Vous n'allez pas acheter un lit, vous allez dormir, vous allez l'essayer, vous allez chez RH pour découvrir tout un environnement autour de l'habitat. Et en fait, vous y allez comme si vous rentriez dans un hôtel ou un restaurant, vous ne découvrez pas le produit. Chez Samsung, c'est pareil, chez Starbucks, c'est exactement pareil. Vous rentrez dans un univers d'expérience, expérientielle. Je vais vous laisser avec cette phrase qui pour nous a énormément marqué, et surtout le plus ancien d'entre vous qui est devant vous avec des cheveux blancs. J'ai jamais autant apprécié cette phrase qui a été citée par le président de Macy's qui combat Amazon en ce moment, et Dieu sait si c'est dur, mais il dit que le retail n'est pas fini et au contraire il est en train de regagner des points. L'expérience client en français, c'est un voyage, ce n'est pas une destination. Retenez bien cette phrase, on va longtemps la crier dans toutes les réunions de la FRC. Merci d'avoir été présent ce matin, on a tenu le timing. Je vous demande d'applaudir très fort Antoine, Céline et Myriam pour Accor, pour Engie et pour Euler Hermès. Ils sont tous les trois des piliers de la FRC. Et n'hésitez pas à venir dans les ateliers, à participer à la FRC et surtout au Palme de la relation client. Merci à tous, bon salon, bonne journée, à bientôt.